Bonjour à tous, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Aurore, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, si vous voulez, cher Sacha, si ça vous fait plaisir, Mesdames, Messieurs les députés, les filles comme moi gâchaient la journée des médecins. Elle les obligeait à se rappeler la loi qui pouvait les envoyer en prison et leur interdire d'exercer pour toujours. Ils n'osaient pas dire la vérité, qu'ils n'allaient pas risquer de tout perdre pour les beaux yeux d'une demoiselle assez stupide pour se faire mettre en cloque. C'est par ces mots que la narratrice du roman « L'événement » d'Annie Ernaux se remémore les circonstances de son avortement clandestin en janvier 1964. Ces mots pourraient être ceux de nos mères, de nos sœurs, de nos grands-mères, de nos tantes, de nos amis. Ces mots pourraient être ceux de toutes les femmes qui ont vécu dans leur chair l'interdiction de l'avortement. Ce sentiment de ne pas pouvoir disposer de son corps, d'être à la merci d'une grossesse qu'elle ne désirait pas. Ces mots, Mesdames et Messieurs les députés, et la souffrance qu'ils définissent nous obligent. Ils nous rappellent un fait très simple. Il n'y a pas de démocratie digne de ce nom lorsque la moitié de sa population ne peut s'émanciper. Non, une démocratie ne peut pas maîtriser son destin si les femmes qui y vivent n'ont pas la liberté de maîtriser le leur. Voilà pourquoi la liberté de recourir à l'IVG n'est pas une liberté comme les autres, car elle permet aux femmes de décider de leur avenir. L'histoire regorge d'exemples de liberté, de droits fondamentaux conquis au prix du sang et des larmes, que tous, je dis bien tous, croyaient définitivement acquis et qui, dans la stupeur ou l'indifférence, ont été balayés d'un revers de manche. C'est d'ailleurs l'histoire de la femme qui nous en offre les plus cruels exemples. Car oui, les premiers droits qui disparaissent sont souvent ceux des femmes. C'est ce que nous a rappelé récemment la décision de la Cour suprême des États-Unis. Cet exemple rend plus que jamais criant de vérité les mots de Simone de Beauvoir rapportés par Claudine Monteil. N'oubliez jamais qu'il vous suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant votre vie durant. Nous avons désormais la preuve irréfutable que plus aucune démocratie, pas même la plus grande d'entre toutes, n'est à l'abri. Mesdames et Messieurs les députés, je suis particulièrement fier
d'être parmi vous aujourd'hui pour porter le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Si je parle d'un projet de loi, c'est bien parce que c'est le gouvernement qui présente ce texte. Mais je dois à la vérité de dire qu'il s'agit plutôt d'une forme de troisième lecture, tant les initiatives parlementaires ont été nombreuses et le sujet débattu au Parlement ces derniers mois. Je veux ici rendre solennellement hommage à l'ensemble des initiatives parlementaires, de l'ancienne présidente Berger, ma chère Aurore, à la présidente Panot, en passant par la sénatrice Vogel ou encore le sénateur Philippe Bas. Le projet que je vous présente fait suite à ces travaux et à la volonté du président de la République d'inscrire cette liberté dans le marbre de notre Constitution. Le 8 mars dernier, à l'occasion de son discours prononcé en hommage à Gisèle Halimi, le président de la République a émis le souhait, je le cite, de changer notre Constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible. C'est donc ce que nous nous apprêtons à faire cet après-midi à l'Assemblée nationale. Comme le Conseil d'État l'a souligné dans son avis d'une très grande qualité, il n'existe pas aujourd'hui de véritable protection supralégislative du droit ou de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. La Convention européenne des droits de l'homme ne comporte pas de dispositions spécifiques sur l'avortement. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention, ne consacre pas un droit à l'avortement. De la même manière, la Cour de justice de l'Union européenne se borne à rappeler, en l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, la compétence des États membres et renvoie à l'appréciation du législateur national. Quant au Conseil constitutionnel, il a jugé conformes à la Constitution les différentes lois relatives à l'interruption volontaire de grossesse, mais ce faisant, il a examiné l'équilibre ménagé entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il n'est pas allé plus loin. Il a même pris le soin de souligner, au sujet de l'interruption volontaire de grossesse, qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, et qu'il ne lui appartient donc pas de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur. Ainsi, la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ne bénéficie pas à ce jour de véritable consécration constitutionnelle. Alors que Simone Veil s'exprimait le 26 novembre 1974 devant l'Assemblée nationale pour porter sa grande loi, elle inscrivait son projet sous le signe de l'espérance. Permettez-moi humblement de reprendre ici ces mots alors qu'elle concluait son discours pour convaincre les députés encore hésitants. Mesdames, Messieurs les députés, je ne suis pas de ceux, de celles qui redoutent l'avenir. Simone Veil croyait profondément que la loi qu'elle portait alors
permettrait à la société française de progresser et l'avenir lui a bien heureusement donné raison. Mais, car il y a un mais. Mesdames et messieurs les députés, j'aimerais tant vous dire à cette tribune, presque 50 ans après la légalisation de l'avortement, que non, moi non plus, je ne redoute pas l'avenir. J'aimerais tant pouvoir vous dire que je ne suis pas de ceux qui s'inquiètent face à l'avenir et aux incertitudes qu'il charrie parfois. J'aimerais tant être de ceux qui, tranquilles et d'un pas assuré, avancent insouciants sur le chemin de la vie, croyant que ce qui est acquis pour toujours. J'aimerais tant enfin être de ceux qui, d'un revers de main, balayent les exemples étrangers où le droit recule et avec lui souvent la condition des femmes, comme aux États-Unis, en Hongrie ou en Pologne, où les femmes sont forcées d'écouter les battements de cœur du fœtus avant d'avorter. Qui peut aujourd'hui garantir que ce qui s'est produit outre-Atlantique ne pourrait pas se produire en France? Oh, bien sûr, pas demain, mais à plus long terme. Le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. Et c'est à raison de cette incertitude que je suis favorable à ce que l'on élève la grande loi Veil, celle de 1975, telle qu'aujourd'hui modifiée, au sommet de notre hiérarchie des normes. À ceux qui répondent que l'IVG n'est pas menacée en France, je dis que l'on n'écrit pas la Constitution seulement pour le présent, mais d'abord et surtout pour l'avenir. C'est le propre même de la loi suprême de durer, de valoir pour l'avenir, en protégeant nos droits, les acquis démocratiques et notre État de droit. L'objectif du gouvernement, vous l'avez compris, est clair et il rejoint, je crois, les positions déjà exprimées par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'objectif de ce projet de loi constitutionnelle est d'accorder à cette liberté une véritable protection constitutionnelle. Cette protection constitutionnelle doit être suffisamment souple pour permettre au législateur de continuer son œuvre en la matière et donc ménager un équilibre satisfaisant au regard notamment des évolutions techniques, médicales ou scientifiques qui pourraient advenir. Ce qu'il s'agit d'empêcher, mesdames et messieurs, c'est que le législateur puisse un jour interdire tout recours à l'interruption volontaire de grossesse ou même qu'il en restreigne si drastiquement les conditions d'accès que la substance même de la liberté d'y recourir s'en trouverait alors irrémédiablement atteinte. Voilà notre objectif. C'est cet équilibre entre les versions votées au Sénat et à l'Assemblée que le gouvernement s'est attelé à trouver. La rédaction proposée aujourd'hui permet de répondre aux attentes, mais aussi aux craintes d'une grande partie de nos parlementaires. Le gouvernement souhaite consacrer pleinement la valeur constitutionnelle de la liberté de la femme de recourir à l'IVG, tout en reconnaissant le rôle du législateur d'organiser les conditions d'exercice de cette liberté. En effet, le projet de loi comporte une disposition unique ayant pour objet de modifier l'article 34 de la Constitution en y ajoutant, après le 17e alinéa, un alinéa ainsi rédigé. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Le gouvernement
Madame Rousseau. Si je peux, Madame, prononcer mon discours sans que vous m'interrompiez en permanence, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Allez. C'est insupportable. S'il vous plaît, Monsieur le Ministre. Le gouvernement a donc tout d'abord retenu l'article 34 de la Constitution, comme l'avait fait le Sénat. En termes juridiques, cet emplacement paraît en effet le plus adapté. Il faut à ce titre rappeler que la jurisprudence du Conseil constitutionnel reconnaît que l'article 34 de la Constitution peut, contrairement à ce qu'une première lecture pourrait sembler indiquer, accueillir les règles de fond et mettre des obligations positives à la charge du législateur. C'est par exemple ce qui a été fait avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a prévu à l'article 34 que la loi fixe les règles concernant notamment la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Le projet fait par ailleurs le choix du mot « liberté » plutôt que du mot « droit ». Ce choix, très commenté, ne doit pas être surestimé, car ainsi que l'a relevé dans son avis le Conseil d'État, il n'existe pas en droit positif ni dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel de différence établie entre les deux termes. Si le gouvernement a choisi ce terme, c'est dans un souci de clarté. Il ne s'agit pas en effet de créer un droit absolu, sans limite, mais de faire référence à l'autonomie de la femme et de garantir dans l'exercice d'une liberté qui lui appartient dans les conditions prévues par la loi. Enfin, Vous pourrez intervenir tout à l'heure. On a rallongé, on a doublé le temps de discussion générale, justement pour permettre au groupe d'exprimer chacun dans sa diversité son opinion. Je vous remercie de laisser le ministre s'exprimer. vous aurez 2 fois plus de temps pour critiquer le texte le moment venu. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Enfin, le gouvernement a souhaité, par la rédaction qu'il propose, insister sur le fait que si les conditions de cette liberté sont déterminées par le législateur, cette liberté doit rester dans tous les cas garantie aux femmes qui en bénéficient. C'est là un point particulièrement important. Ce mot « garantie », issu des travaux menés par votre Assemblée, vise là aussi à exprimer clairement l'intention poursuivie. Que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas d'une simple attribution de compétences au législateur, mais bien de la création d'une obligation positive à sa charge, celle de protéger cette liberté que la Constitution garantit dans les conditions qu'il estime appropriées. L'objectif est bien qu'aucune majorité future ne puisse réellement porter atteinte à cette liberté intangible qu'est celle pour la femme de disposer de son corps. Un mot enfin sur les effets attendus de cette révision constitutionnelle. Tout d'abord, c'est un point important. Aucune disposition législative en vigueur ne devrait voir remise en cause par l'adoption de cette révision de la Constitution. Le Conseil d'État l'a lui-même très précisément constaté. Et telle est bien l'intention du gouvernement. De manière claire et précise, et pour répondre par anticipation à certaines craintes exprimées ici ou là. Je pense notamment à Madame la députée Bonivard qui pose des questions légitimes. La consécration de cette liberté n'emporte pas la remise en question, n'emporte la remise en question d'aucune autre liberté, et notamment pas la liberté de conscience,
des médecins, des sages-femmes qui leur permet de choisir de ne pas pratiquer d'IVG si cet acte est contraire à leurs convictions. Cette liberté-là, je l'affirme, est totalement préservée. Autre point important, le principe de respect de la dignité de la personne humaine est lui aussi préservé. Une loi qui porterait par exemple le délai maximal pour avorter à 30 semaines pourrait donc être tout à fait censurée, y compris par la présente révision. Ensuite, la rédaction proposée entend bien rendre clair le fait que la décision d'avorter n'appartient qu'à la femme enceinte et à elle seule. Elle ne nécessite ni autorisation d'un tiers, que ce soit le conjoint, les parents, l'appréciation d'une autre personne ne peut pas intervenir. Cette liberté est strictement personnelle. Elle est d'ailleurs reconnue à toutes les femmes enceintes et même à toute personne enceinte sans considération de son état civil, sans considération de son âge, de sa nationalité ou de la régularité de son séjour en France. Enfin, j'y insiste, cette rédaction ne vise pas à créer une forme de droit opposable absolu et sans limite. Le gouvernement n'ignore pas les difficultés matérielles et concrètes qui peuvent encore exister dans l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, et notamment sur certaines parties du territoire. Mais il s'agit là, mesdames et messieurs les députés, d'un autre sujet qui n'est pas d'ordre constitutionnel. En effet, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réviser notre Constitution et non pas pour voter je ne sais quelle mesure relevant du périmètre du ministère de la Santé, qui est pleinement mobilisé pour améliorer l'accès à l'IVG partout en France. Cette révision de la Constitution ne lèvera pas toutes les difficultés, mais elle protégera les femmes en France d'une éventuelle régression brutale de leur liberté de recourir à l'avortement. C'est là la volonté exprimée par l'Assemblée, puis par le Sénat, et c'est là l'objectif du président de la République, objectif poursuivi par le gouvernement. Je veux prendre un instant pour remercier chaleureusement le rapporteur Gouffier-Valente, militant que je qualifie d'éclairé, militant infatigable du droit des femmes et partenaire hors pair dans le projet qui nous réunit aujourd'hui. Je sais que sa pédagogie a convaincu en commission, comme en témoigne l'adoption du texte. Nos débats en séance poursuivront dans cette voie du dialogue, du consensus et du respect. Un dernier mot enfin pour répondre à un certain nombre de critiques. Bon, écoutez, vous aurez à nouveau 10 minutes pour vous exprimer au nom de votre groupe. Et vous pourrez remercier qui vous souhaitez. Monsieur le ministre. Un dernier mot enfin pour répondre à un certain nombre de critiques et de craintes qui se sont exprimées. Depuis que je suis à la chancellerie, j'ai toujours respecté les convictions de chacun sur les sujets sociétaux. Aussi j'entends et je respecte les craintes sur ce que certains perçoivent comme la création d'un droit absolu et sans limite, mais je veux les rassurer, il n'en est rien. Il s'agit aujourd'hui de donner une protection constitutionnelle à l'état actuel de notre droit. J'ai entendu la crainte du président Larcher que la Constitution ne devienne, je le cite, un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Là encore, je partage sa crainte. Oui, la Constitution doit demeurer ce qu'elle est, à savoir notamment le recueil de nos libertés fondamentales. Je crois donc que la liberté de recourir à l'IVG y a toute sa place. Je veux enfin revenir sur les questions de calendrier parlementaire. Je sais l'émoi qu'a pu provoquer la pseudo-annonce d'une date de congrès avant même que les chambres se soient prononcées. Je veux dissiper
tout malentendu. Ça a été perçu par certains comme un manque de respect à l'encontre du Parlement. Permettez-moi de revenir à la parole présidentielle initiale. Lors des rencontres de Saint-Denis, le président de la République n'a jamais parlé que d'une possibilité de congrès. Voilà les termes précis de ce qu'il proposait aux différents partis politiques. J'ouvre les guillemets. Un examen dans chaque assemblée pourra avoir lieu au premier trimestre 2024 afin qu'un congrès puisse être envisagé le 4 mars prochain. Vous le voyez, il ne s'agit bien là que d'une possibilité. C'est pourquoi je veux vous rassurer. Nous prendrons le temps qu'il faut pour aller au bout de cette révision, car je crois profondément que nous pouvons y arriver. Car tout, j'insiste, tout dans le projet de loi qui vous est présenté est fait pour que chacun puisse voter sans crainte cette écriture calibrée et sous-pesée. Ce projet de révision de la Constitution, mesdames et messieurs les députés, constitue le point d'équilibre entre les nombreux travaux engagés dans les deux chambres et commencés ici même. Parce qu'elle respecte les priorités de l'Assemblée, parce qu'elle respecte le travail du Sénat, cette rédaction doit nous permettre de trouver une majorité dans les deux chambres et ensuite d'obtenir une majorité qualifiée au Congrès. Nos débats doivent permettre de dissiper les dernières hésitations afin que notre pays, par le vote de cette loi constitutionnelle, franchisse un pas historique pour les femmes de notre pays. La France deviendrait alors le premier pays au monde à protéger cette liberté inaliénable de la femme dans sa Constitution. Mais avant cela, il faut que l'Assemblée adopte ce texte, et ce, de la manière la plus large possible. Les Français, et peut-être surtout les Françaises, nous regardent. Si nous réussissons dans ce travail, n'en doutons pas, ce sera le monde entier qui tournera son regard vers notre pays. La France aura alors été, une fois de plus, au rendez-vous de sa vocation universelle. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Aurore Berger.